La Formule 1, un nouveau champion du monde, les amis. Nouveau, je ne sais pas, mais un nouveau titre a été décerné à Max Verstappen, le troisième de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 17e débrief d'une saison 2023, pas tout à fait comme les autres. Et aujourd'hui, le setup est pas tout à fait comme les autres aussi. On est en live Twitch et on vous lit tout au long de cette émission, bien sûr, pour réagir et dérouler les 4 enseignements. On va vous parler du pourquoi, du comment, mais avant cela, on va surtout se retourner vers Hamza Ramani, Brice Germain, nos deux polémistes, nos deux chroniqueurs, nos deux analystes préférés. Comment ça va, messieurs? Vu qu'on est à distance aujourd'hui, je vais vous dire bonjour un par un. Comment va Hamza déjà? Ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Juste Hamza, il faut que tu nous expliques, parce que je te vois sur tous les terrains de rugby. Je sais que de base, tu n'es pas un grand amoureux de rugby. Explique-nous le pourquoi du comment. Comment cette On aime, passion est née pour cette Coupe du on Monde? aime, alors je sais que Brice sera en désaccord, mais ici on aime l'humain. Voilà. Donc je vois cette atmosphère, je vois ces supporters, les Anglais un peu surcotés, hein, on va pas se mentir, mais bon, C'est bref. vrai. Non, mais en plus, je fais deux superbes matchs, Angleterre-Samoa et Argentine-Japon. Donc voilà, non, je me régale. Lille, Nantes, on a fait Lyon, Marseille. Je retourne à Marseille la semaine prochaine pour le quart face à Argentine-Pays de Galles. Et d'ailleurs, j'en profite, je passe une annonce. Si jamais vous avez des plans pour avoir des places, si jamais l'Irlande va en demi-finale, je suis preneur. J'aimerais vraiment faire les Irlandais, j'ai pas eu la chance de les faire. Enfin bref. Le message est passé et moi je t'attends dans Bureau Oval dans les jours qui viennent parce que je te sens quand même très très Ah, très chaud. j'ai Je- toujours ces mêmes lacunes. Hein. Toujours, voilà, je comprends pas tous les coups de sifflet, donc pas Mais encore. t'inquiète, tu comprends pas tous les coups de sifflet non plus de la FIA. Donc, Ah, c'est vrai. Ah, tu marques un point, tu vois. Tu marques un point. Comment il va, Brice Germain? On vient de l'entendre avec une très très bonne blague. Tu m'as l'air bien en forme aujourd'hui, ça va, mon Brice? ouais, écoute, ça va, ça va. J'ai rarement entendu une punchline aussi démago de la part d'Hamza Ramani du début à la fin. C'est-à-dire qu'il commence à dire qu'il est humaniste et à la fin, il ronge pour avoir des places. Enfin bref, c'est Moi, je ne ronge pas catastrophique. pour avoir des places. Pour en acheter, attention. Mais j'en ai Oui, pas. à un prix défiant toute concurrence, bien sûr. Mais non, non, ça va, ça va. Écoute, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette course et je suis un peu. Ce matin, je me suis réveillé un petit peu bousculé, gêné par ce à quoi on a assisté hier soir, en fait. Donc, je suis très content d'en parler avec vous, d'avoir vos avis et puis d'avoir les avis du chat aussi. Ouais, exactement, tu as raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a posé question, en tout cas, toute la nuit d'hier. Je pense qu'on a tous bossé dessus et notre, réflexion a surtout évolué au fur et à mesure que les citations des pilotes sont sorties. Justement, les gars, ça va être ce sujet, va être l'un des 4 grands enseignements, bien sûr, de ce Grand Prix du Qatar. Je propose qu'on les regarde justement, ensemble. On va parler du 3e titre, la 3e couronne de Max Verstappen. On va même se poser la question de savoir est-ce que c'est pas le plus beau titre, de Max Verstappen, voilà, des 3 glanés jusqu'à présent. On reviendra sur les circonstances de la course d'hier, cet imbroglio autour, bien sûr, de la question des pneus, l'état physique aussi dans lequel les pilotes ont terminé. Et on va poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas eu un péché d'indécence du côté de Losail tout au long de ce week-end? On parlera aussi également de McLaren, de Piastri, qui envoie un message fort, en tout cas à son coéquipier Lando Norris, après sa victoire notamment en sprint. Et puis, l'occasion manquée par Mercedes avec cet accrochage au premier virage et le break manqué, on va dire, au championnat du monde des constructeurs sur Ferrari. Les gars, avant de commencer cette émission, juste une petite explication, on n'est pas en plateau aujourd'hui parce que voilà, First Team va vous faire une annonce normalement dans les heures qui viennent avec un projet qui risque d'évoluer. C'est pour le bien en tout cas des pistonnés. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment, mais on va travailler tout au long de cette fin de saison, déjà pour finir la saison bien évidemment avec vous, et puis en vue de 2024 où on va essayer d'avancer et de vous proposer du lourd. On sera de retour dans des nouveaux locaux, nouveaux studios, normalement à partir du prochain Grand Prix du côté des États-Unis. Les gars, avant de commencer ce débrief, on va se revoir aussi également le classement de cette course à l'arrivée, avec bien sûr la 49e victoire de Max Verstappen qui d'ici la fin de saison pourrait rejoindre Alain 48. Prost. T'es sûr? J'ai vu le 49. 49. 49, Ah, ouais, 49. exactement. Merci beaucoup, Hamza. Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit dans cette émission. T'as Non, dit je rigole. 48 hier soir, c'est pour ça. C'est vrai, mais c'est parce que j'y ai pensé, je me suis corrigé, on s'est corrigé dans la nuit. 49e victoire de Max Verstappen qui peut égaler, hein, voire dépasser Alain Prost d'ici la fin de saison. On rappelle, Alain Prost, c'est 51 victoires bien sûr en carrière. Il y a un point dans ce classement sur lequel je voulais revenir parce qu'on va pas l'évoquer dans les 4 enseignements. C'est 2 Alfa Romeo, les gars, dans le top 10, grâce à une stratégie quand même s'il n'y a pas eu de stratégie hier, grâce à une stratégie plutôt bien optimisée. Ouais, c'est l'une des seules équipes, c'est même la seule avec ces deux pilotes. Et les deux pilotes, donc Joe et Bottas, font
sont extrêmement… Il y a eu Albon, je crois. Il y en a eu très peu qui ont chaussé 2 fois les pneumatiques dures. Stratégie payante, notamment pour Guan Yu Zhou qui est parti 19e, on le rappelle, pour finir 9e. C'est la première fois de la saison que tu as les 2 alphas dans les points. Peut-être, aller chercher quelque chose sur cette fin de saison. On sait que la bataille pour les points en bas de classement, elle est extrêmement importante, notamment en termes de revenus financiers. Mais j'ai été impressionné, je ne sais pas si c'est le bon terme, plutôt surpris de voir et Bottas et Guan Yu Zhou justement réussir cette performance. Ouais, le rythme était bon et puis il y a cette particularité de cette course qui a mis en valeur le fait d'avoir plus de trains à disposition pour manager sa course. Hein. On en parlera dans l'enseignement 2, mais concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est grandement dû au fait d'avoir cette obligation pneumatique durant la course. C'est eux qui ont été, je pense, les plus malins avec les stratégies par rapport à cette course, et grand bien leur face, parce que du coup, ça leur permet de prendre des points qui sont quasiment inatteignable pour eux sur l'ensemble de la saison et qui leur permet de prendre une longueur d'avance sur As, en sachant qu'à ce niveau-là du classement, prendre 2 points d'avance, ça peut être un break définitif jusqu'à la fin de saison. Donc, c'est se servir des circonstances pour aller chercher ce qu'il faut, et bravo à eux pour le coup. Et Bottas qui fait Q3 aussi. Hein. Bottas qui fait Q3 en perf pur, mais Joe 19. Et Joe remonte, je crois que d'ailleurs, il finit pas de 9e avec la pénalité de 13 en plus. 9e, ouais, tout à fait. J'ai vu 10 sur le classement, mais je crois que c'est 9. Et attention les gars, parce que vous évoquiez le cas de Haas, on rappelle que Haas arrivera avec une voiture avec plein de mises à jour du côté de Austin. C'est ce qui est annoncé en tout cas du côté de chez Haas. Alors c'est un travail en vue de 2024, mais on attendra de voir justement si ce nouveau concept chez Haas leur apporte certaines réponses aux problématiques qui sont les leurs, à savoir notamment la fameuse dégradation des pneus qui leur pose problème, notamment le dimanche. On vous lit dans le chat, on salue bien sûr Antistar, il y a Romain aussi qui est là. Romain est sur le coup pour les places Hamza pour la suite de la Coupe du Monde de rugby. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi aussi, je joue à ce moment-là. Ouais, voilà, bon, on y va tous. C'est lui le gratteur. Le pic-assiette des pistonnets. On est là pour l'amour de l'Ovalie et monsieur vient à la dernière minute. Je viens pour le finale. On en reparlera quand tu sauras ce que c'est qu'une mêlée. Mais... Il y a El Batar aussi, pardon, c'est pas une insulte, hein, c'est bien le pseudonyme de notre ami qui nous dit: est-ce qu'on parle de Pérez aujourd'hui? Oui, on évoquera Pérez, notamment un petit peu sur le premier enseignement. Voilà, bref, on va parler de tout ça et je propose qu'on Ça me gêne quand même de parler des courses des mecs qui n'ont pas piloté quand même. On l'a vu quand même, on l'a vu. Hein. C'est pas comme s'il était passé dans cette course comme un fantôme, hein, parce qu'on l'a vu. Malheureusement pour le pire, pas forcément pour le meilleur, mais on aura l'occasion d'en parler. Je pense en plus, les gars, qu'il y a un débat qui va bientôt se préparer. Juste dernière information à vous donner, il n'y aura pas d'émission débat exceptionnellement ce mercredi, du fait de toutes les circonstances qu'on vient de vous expliquer. On reviendra après Austin, bien sûr, avec le programme habituel auquel vous êtes habitués. Allez les gars, on lance le débrief. Premier enseignement, la 3e couronne de Max Verstappen parmi les grands. Ce 3e titre, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est son plus beau titre justement en carrière? Lui qui a réalisé ce week-end son 10e hat-trick, son 4e grand chelem. Il a été plutôt insolent vendredi en qualif où il s'est raté dans le dernier run de Q3, mais ça ne l'a pas mis en danger pour aller chercher cette pole position. Il a eu des difficultés au départ, que ce soit bien sûr en sprint, mais aussi également hier. Il a été malgré tout en maîtrise ce dimanche, même si quelque part Oscar Piastri finit pas très loin derrière lui, même si aussi il a connu un 3e arrêt manqué du côté de chez Red Bull, c'est assez rare pour le signaler. Et puis on a eu la sensation que c'était presque le pilote le moins fatigué à l'arrivée de ce Grand Prix du Qatar. Et puis la question inhérente qui va avec, les gars, maintenant qu'on est en train de subir ou de vivre cette domination de Max Verstappen, est-ce qu'ils peuvent faire encore mieux quand on regarde les stats? 17 Grands Prix, 16 podiums, 14 victoires, 10 pole positions. Il tourne quand même à une moyenne de 25,47 points pris par week-end. Alors forcément, c'est plus qu'une victoire, mais il faut compter là-dedans le format sprint, il faut compter là-dedans le point du meilleur tour. Et on rappelle qu'il est quand même couronné à 6 courses de la fin. La première réaction, les gars, qu'est-ce que ça vous inspire, cette 3e couronne de Max Verstappen, même si elle était attendue? Bah écoute, elle est attendue, mais elle est c'est une des plus impressionnantes que moi j'ai eu à voir de mes yeux avec mes 30 ans de visionnage. Mais oui, en fait, la saison est parfaite dans le sens où, si tu veux te demander où Max Verstappen a pêché, tu ne trouves rien. Red Bull a pu pêcher à Singapour.
Red Bull a pu être moins dominant à certains moments, mais Max Verstappen, lui, n'a pêché à aucun moment. Enfin, si tu veux trouver un bémol sur 2 tracks limites qu'il a pu faire à un moment donné, si tu veux, mais au-delà de ça, il y a rien à lui reprocher cette saison. 25,47 points, tu le dis, Sergio Pérez est à 13 et quelques, 13,2 en moyenne. C'est hors du podium pour Sergio Pérez. Max Verstappen, lui, a une moyenne d'une victoire et quelques par course. Donc à partir de là, je ne sais pas si on peut faire mieux. En tout cas, les records qu'il a fait tomber cette saison indiquent qu'on n'a jamais fait mieux. Et je pense qu'il faut plus le prendre comme ça. Pour le moment, personne, alors évidemment avec d'autres circonstances qu'à l'époque en termes de nombre de Grands Prix, tout ça, on a déjà répété, mais personne n'a fait mieux dans l'histoire au vu des records que Max Verstappen a fait tomber, que ce soit le nombre de records de victoires consécutives, le pourcentage de victoires sur une saison, etc. etc. Aujourd'hui, la saison de Max Verstappen désigne un prime de carrière qui débute, je pense, et qui pourra durer peut-être plusieurs années, mais faire mieux, non, faire équivalent à circonstances différentes, peut-être. Tu parlais des track limits. Le seul pilote dimanche à avoir 0 track limits, c'est Max. Il n'est pas sous pression en même temps. Pardon ? Il n'est pas sous pression en même temps, lui. Oui, mais quand même, c'est quand même révélateur. Enfin, on va en parler, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, des conditions climatiques, de la chaleur, etc. Lui fait une course à la Max, ce qui veut dire une course sans erreur, une course de domination, une course où il est seul au monde. Je vois pas ce que je peux ajouter de plus à ce que l'on dit depuis le début de la saison. C'est une saison extraordinaire, évidemment, de Max. Je te rejoins sur la domination et j'essaye justement de détacher peut-être de cette culture de l'instant qui fait qu'on est en train de vivre le moment présent aujourd'hui, là où Vettel, par exemple, en 2013, là, je trouve, au-delà même de l'aspect, oui, il y a la voiture, mais il ne laisse rien à personne. Oui. Et ce que fait Max Verstappen là cette année, c'est ce que Vettel fait sur 8 Grands Prix en 2013. Mais là, c'est sur une saison complète quand même. Dans des circonstances particulières en plus pour 2013, où il y a eu le changement des pneus pneumatiques à la mi-saison à Silverstone. Mais ce que je trouve, moi, bluffant, c'est que Verstappen, il a aussi construit cela. Il le disait il y a quelques jours, la victoire de Pérez en Azerbaïdjan, lorsqu'il a vu et il a su et il a compris qu'il n'irait pas le chercher pour la victoire, il a profité justement de la fin de course pour multiplier les tests, changer des réglages sur son volant, faire de la fin de course en Azerbaïdjan une séance d'essai. Et il dit qu'à ce moment-là, il a trouvé quelque chose où il se sentait plus à l'aise. Et c'est ce qui lui a permis aussi de dérouler sur l'ensemble de la saison. C'est-à-dire qu'il n'a pas paniqué, forcément, après 4 courses sur une saison à 23, je crois, GP. Il n'y a aucune raison, évidemment, de paniquer, d'autant plus que toi, tu sais intimement qu'il n'y aura pas de match, finalement, avec ton coéquipier. Maintenant, je trouve que cette saison, elle résume exactement le pilote qu'est aujourd'hui Max Verstappen, un pilote qui ne commet pas d'erreur, un pilote intelligent, un pilote qui, dès qu'il le peut, écrase, pulvérise, et c'est ce qu'il a fait assez rapidement à partir du 4e ou 5e Grand Prix. Et j'ai envie de voir maintenant, avec plus d'adversité, qui ne viendra pas manifestement pas de l'interne, parce que tu auras beau changer de pilote, ça, on en parlera dans un débat dans les prochaines semaines, mais honnêtement, j'arrive au stade où aujourd'hui, n'importe qui à côté de Max aurait des difficultés. Mais si demain tu as une voiture, un concurrent, plusieurs concurrents, pourquoi pas, j'ai envie de rêver. J'ai envie de voir Max avec plus de bataille, plus de confrontation, tout en ne sachant pas ou tout en pensant qu'il aurait toujours peut-être autant de facilité. C'est ça, moi j'ai envie de voir Max dans les circonstances de 2021 pour voir si son comportement a évolué par rapport à 2021. C'est presque là que j'ai envie de voir l'évolution du champion du monde, parce que pour le moment, et même 2022, il n'a pas de pression en fait. 2022, il a une pression légère sur 5 mois, et 2023, il en a sur 4 courses d'un coéquipier dont il sait qu'il va se défaire assez rapidement au vu de l'évolution de la voiture. Donc il n'y a plus que là qu'il y a à avoir des choses. Il n'y a plus que sur le développement, il n'y a plus que sur le sang-froid, il n'y a plus que ces choses-là. Mais tant que la Red Bull sera dominante, il le sera encore plus avec. Donc, effectivement, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à aller chercher dans le façonnage du champion du monde, Max Verstappen.
Quelques réactions justement les gars dans le chat. Il y a Monsieur Hérisson qui nous dit: «Je pense qu'il pourrait être encore plus terriblement implacable s'il était titillé régulièrement par un coéquipier ou un concurrent». Ça rejoint ce que vient de nous dire, Hamza et ce que tu viens de dire aussi également Brice. Antistar, notre grand ami aussi, qu'on aimerait d'ailleurs faire venir chez Pistonné très rapidement, qui nous dit: «Ses seules erreurs cette année n'ont jamais été en course. En tout cas, ses 2 P2 sont liés au qualif et sa P5 à Singapour est mieux que le meilleur résultat espéré par Red Bull vu les qualifications». Quelques réactions les gars justement de Max Verstappen. La première déjà, qui nous parle de son œuvre de 2023. Il nous dit: celui-ci est le meilleur en parlant de son titre. Je pense que le premier titre a été le plus émouvant car à ce moment-là, c'est à ce moment-là pardon, que vos rêves se réalisent en F1, mais celui-ci a été ma meilleure année, oui. Jusqu'à présent, avec les 10 victoires consécutives et tout ça, la voiture en elle-même était probablement la meilleure, mais pour moi, ce titre est probablement celui dont je suis le plus fier en raison de ma constance. Et puis, Hamza, tu parlais aussi également de ce qu'il aurait trouvé du côté de Bakou. On a justement la citation qu'on va vous proposer là tout de suite. Il dit: j'ai beaucoup appris de la course de Bakou, comment faire certaines choses avec la voiture, comment la régler. Je n'ai pas gagné cette course, mais j'ai essayé beaucoup de choses et d'outils différents dans la voiture. Voilà pourquoi tout au long de la course, j'étais un peu inconstant jusqu'au moment où j'ai trouvé un bon rythme avec ce que j'avais trouvé. Je me suis dit: ok, c'est intéressant pour les prochaines courses, et j'ai essentiellement mis en œuvre ce que j'ai appris, et cela m'a aidé sur tous les autres circuits qui ont suivi. On se rappelle des propos notamment de Pierre Waché, qui avait expliqué que là où il y avait une marge de progression pour Max Verstappen, c'était sur l'optimisation des réglages, sur le feedback aussi également qu'il pouvait faire à ses ingénieurs. Guillaume Roclin aussi également avait eu ce type de propos. Est-ce que là, franchement, les gars, est-ce qu'il y a encore une marge de progression pour Max Verstappen? Encore une fois, on le saura uniquement s'il y a de l'adversité et que cette adversité met à mal le comportement que l'on voit depuis 2 ans. Le comportement qu'on voit depuis 2 ans, on s'en est rendu compte l'année dernière, on trouvait un Max Verstappen beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme et beaucoup plus régulier, qui faisait preuve de moins d'agressivité. Mais encore une fois, c'est plus on a pu le voir que sur les premières courses de la saison où il y avait réellement bagarre avec Charles Leclerc, et on a pu le voir, mais très vite fait, parce que c'est en interne avec Sergio Pérez, mais il nous manque ça. Il nous manquera ça pour voir l'évolution, parce que le Max Verstappen en termes de pilotage de 2021, c'est le même qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de ce talent-là et de ce pilotage-là pour arriver au fait d'être champion du monde. Ces titres sont beaucoup plus faciles à obtenir que le premier. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'il a évolué massivement sans voir en fait une concurrence aussi grande que celle de 2021? Est-ce qu'une équipe de foot est plus forte parce qu'elle gagne 5-0 mais qu'elle bat une petite équipe? Aujourd'hui, statistiquement, il ne peut quasiment pas faire mieux, mais c'est la circonstance de cette Red Bull dominante qui lui permet d'asseoir cette domination-là. Assiérait-il une domination aussi violente avec une Ferrari, une McLaren et une Mercedes qui peuvent jouer des victoires à chaque Grand Prix ou presque? Encore une fois, c'est le seul point d'interrogation qui nous reste sur Max Verstappen en tant que champion et ses qualités intrinsèques. Avant de te faire agir très rapidement, Hamza, une autre citation qui nous vient de Christian Horner, c'était hier sur Sky Sport. Peut-être une preuve de plus, on va dire, de l'évolution et de la progression aussi de Max Verstappen. Christian Horner nous dit: il a toujours eu une vitesse brute et un grand talent naturel, mais la capacité qu'il a dans la voiture de suivre la course, de penser à des aspects qui vont bien au-delà de ce qui est normal pour un pilote est extrêmement impressionnante. Il a franchi une nouvelle étape cette saison. Ces 2 dernières années, il a été hors du commun. Vous devez commencer à considérer Max comme l'un des plus grands de tous les temps. Non, t'es gêné là-dessus, Brice? Je vous laisse répondre tous les deux. Hein. En fait, je ne suis pas gêné sur le fait de dire que Max est en train de devenir l'un des plus grands de tous les temps, parce que finalement, en fait, statistiquement, c'est le cas. Après, on pourra discuter de la manière, mais ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, là où ça me pose problème, c'est quand j'entends Christian Horner qui dit qu'il a la capacité dans la voiture de suivre la course et de penser à des aspects qui vont au-delà de ce qui est normal pour un pilote. Il faut bien se rappeler que cette année, il n'a été mis en difficulté par personne et que 80% de ses courses, il les passe seul à manager un rythme. Ce n'est pas le pilote le plus occupé de la grille en termes de focus, de concentration. La stratégie va fonctionner parce que la voiture est dominante. Donc, à partir de là, en fait, il peut se concentrer davantage, puisqu'il n'a pas de lutte en piste, sur écouter sa transmission, sentir sa transmission, se focaliser pendant quelques tours sur l'état de ses gommes avant parce qu'il se rend compte qu'il a un peu plus de sous-virage qu'ailleurs. Tu prends un Pierre Gasly qui va être en 10e place et qui va devoir lutter avec une Aston Martin, avec une McLaren, avec une Williams peut-être,
sur la stratégie, ils ont pas les mêmes emplois du temps cérébraux pendant la course, ces mecs-là. Donc, je trouve ça un peu facile de mettre en avant quelque chose qui finalement est très facile à mettre en avant au vu des courses de Max Verstappen. Ça n'enlève rien au reste. Mais cette qualité-là, encore une fois, je veux l'avoir en pleine lutte. Je veux avoir, comme a fait Carlos Sainz à Singapour, par exemple. Là, en fait, pour moi, ça a de la valeur parce que à 300 à l'heure dans les rues de Singapour avec une McLaren et une Mercedes aux fesses, il a eu l'intelligence de penser à ça. Max Verstappen, je veux encore le voir là-dessus. Mais encore une fois, je ne dénigre pas. Hein, j'essaie juste de trouver le petit truc qui reste. Je ne veux pas être senior negativo, comme Luis Enrique a pu dire hier soir. Hamza, quelque chose à rajouter sur Max Verstappen, ce 3e titre et tout ce qui vient d'être dit? Non, la domination, alors j'ai pas vécu les années 50, 60, 70, 80, 90. Ah bon? C'est statistiquement, en tout cas, pas sur le nombre de victoires. Moi, c'est plus le pourcentage qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on est sur des saisons bien plus longues. C'est l'une des plus grandes dominations de l'histoire, peut-être la plus grande domination de l'histoire. Après, encore une fois, ouais, j'ai envie de voir plus d'adversité. Je pense qu'on a souvent loué justement la maturité qui était en train de prendre Verstappen ces dernières années à différents stades de sa carrière et différents points justement bien précis de progression. J'attends de voir, encore une fois, j'ai envie de voir, oui, j'ai envie de voir face à Leclerc, si demain Ferrari se bat pour le mondial. J'ai envie de voir, pardon, face à Russell, face à Hamilton, si Mercedes revient dans la course. J'ai envie de voir face à Piastri, si McLaren et Norris. C'est marrant que tu aies cité Piastri en premier quand même. Je m'y attendais, bizarrement. Ouais, on en parlera tout à l'heure. T'es en orange, non, Hamza? Ouais, orange, mauve, on appelle ça. C'est le 4 que tu as derrière ton dos? Je ne sais pas. Je Pardon? C'est le numéro 4 que tu as derrière ton dos? Je me pose la question. Je me retournerai tout à l'heure. Non, mais factuellement, est-ce qu'on est en train de vivre? Il faut en avoir conscience. C'est quelque chose qu'on ne verra peut-être plus jamais de notre vie. D'accord? Cette domination totale, c'est quelque chose, et je nous le souhaite, accessoirement quand même, que l'on verra peut-être plus jamais de notre vie. Mais forcément, j'ai envie de voir plus d'adversité. Comme lorsqu'Hamilton était champion, j'avais envie de voir plus d'adversité. Donc moi, aujourd'hui, le seul petit point où j'ai envie de voir immédiatement par rapport à ce que je vois sur 2023, c'est pas vraiment une progression, mais une petite modification dans son comportement, mais on l'a déjà évoqué, en tout cas moi je l'ai déjà évoqué, c'est ne pas se prendre pour le roi sur la piste, à pas jouer avec les règlements, mais estimer être au-dessus des règlements. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un détail. C'est un détail. Ça revient. Ouais, non, mais évidemment. Mais en fait, c'est le seul aspect négatif que je trouve sur cette saison 2023. Parce que tout le reste, c'est du positif plus. J'ai posé la question hier à Brice. Si tu devais lui mettre une note à la fin de cette année, Hamza, tu lui mets combien du coup? Tu lui mets 20 ou tu t'empêches de lui mettre 20? Bah moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de lui mettre 20? C'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit hier à Manu, et au final, Singapour, c'est Non, pas sa faute. tu peux pas reprocher à un pilote de ne pas avoir 100% de victoire. Ou 100% de pole. Tout ce qu'il a 19 à Mercedes quand il gagnait 60% des courses. Là, il en gagne 95%. Quoi, donc, le nombre de pôles, c'était une marge de progression. Encore une fois, la voiture, ok, ça aide. Mais lorsqu'il est en pôle, alors peut-être que je me trompe, hein, et vous allez me corriger, mais j'ai pas souvenir de voir un Verstappen avoir manqué un seul départ, où il se retrouve comme Norris hier, où il se retrouve de P2 à P7 ou P6 au début de saison. Début de saison, je crois, il y avait des soucis d'embrayage, non? Sur le protocole ouais, de départ. Rien de méchant, rien de rédhibitoire. Et à partir du moment où ça a été plus ou moins corrigé, tous ses départs étaient top. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas laissé la chance, l'espoir à la concurrence. Je fais le travail le samedi, pole position, je pars de la pole. Après, il faut admettre un truc, hein, c'est que. C'est du Vettel 2013 en fait, de Red Bull, quand à la fin du premier tour, il avait 2 secondes d'avance sur le reste. C'est ça. Ils ont lâché, par contre, ils ont lâché des pôles. Hein. Verstappen a 10 pôles sur 17. Et pas qu'à Pérez, quoi. Ils ont lâché des pôles, ils ont lâché une à Mercedes, ils ont lâché Ferrari. 3 à Ferrari, je crois. 3 à Ferrari. Donc du coup, tu peux voir une marge, mais encore une fois, tu peux pas demander 20 sur 20 n'équivaut pas à 100%. Ouais, c'est pas possible en fait. Parce qu'en fait, le 20 sur 20, on le juge sur la saison, donc sur le titre. Le titre, il est allé chercher un titre que lui-même n'a pas allé chercher, qui est le constructeur. À partir de là, c'est pas fini, mais bon, on voit bien quand même la trajectoire.
Exactement. Juste une réaction dans le chat. Et Sodina qui nous dit, pour moi, le titre de 2021 est plus énorme, même s'il y a des décisions discutables de la FIA. Ce que voulait dire Max Verstappen sur l'aspect, c'est mon plus beau titre, c'est dans peut-être l'aboutissement, la performance, on va dire, individuelle. Et justement, ce gap qu'il a passé, il est sans doute dans son prime. Où est-ce que ce prime s'arrêtera? On sera là, en tout cas, pour vous le raconter dans les pistonnés. Juste un mot pour refermer ce premier enseignement, les gars. Ça sourit pour Max Verstappen, la perfection. Par contre, à l'inverse, Sergio Pérez a sombré. Je pense qu'on va être obligé de faire un débat dans les semaines qui viennent. Donc, on ne va pas non plus trop s'étendre. Je voulais juste avoir une réaction de votre part sur la performance de Sergio Pérez ce week-end. Moi, j'ai quand même l'impression que c'était son pire week-end cette année. C'est quand même la 8e fois en 2023 qu'il n'atteint pas la Q3. Il y a le crash avec Hülkenberg et Ocon en sprint. Le départ depuis les stands dimanche parce qu'il avait complètement ruiné son fond plat. On a dû changer de fond plat. Donc, ça équivalait pour la FIA à un changement de voiture. Les 3 pénalités en course pour les track limits. Est-ce qu'il va vraiment s'en sortir, l'ami Sergio Pérez? Il a l'air au fond du trou et on a du mal à imaginer comment il peut rebondir en cette fin de saison. Moi, je comprends pas comment il peut, là, à l'heure actuelle, être certain d'avoir un baquet en 2024. Ouais, pareil. À part par le fait qu'il n'y ait personne derrière et qu'aucun pilote de la firme Red Bull actuellement n'est prêt à monter dans cette voiture, que ce soit Ricciardo, Lawson, Adjar, Iwasa, tout ce que tu veux, même Tsunoda, hein, parce que pour moi, il n'est pas assez performant chez AlphaTauri. Mais le week-end de Pérez, il est cataclysmique, mais je pense qu'il est encore plus cataclysmique que d'habitude, parce que Max Verstappen domine absolument son sujet, qui fait hat-trick, et que pendant ce temps-là, Sergio Pérez se fait dépasser par une Alpine qui l'a dépassé grâce à Stroll. C'est-à-dire que Gasly va reprendre Pérez comme ça. Alors oui, en fait, à chaque fois, il nous fait le coup des réglages, qu'il ne trouve pas les bons réglages, tout ça. Mais avant le Qatar et après le Japon, ils ont dit, vous allez voir que ça va aller mieux parce que là, en fait, on a mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et au Qatar, on va être compétitif. Compétitif, c'est hors des points avec 3 pénalités. Alors, moi, très sincèrement, je n'attends plus rien de Sergio Pérez. Ce week-end m'a définitivement convaincu que quand il parle, ça ne va pas. Quand il ne parle pas, ça ne va pas. Et quand il reparle derrière pour avouer ce qui ne va pas, ça ne va toujours pas. Donc, là, en fait, pour moi, c'est un week-end honteux. Et que, d'ailleurs, Christian Horner a enfin pris la parole pour dire non, là, par contre, tu déconnes, quoi. Et ils lui ont mis un final warning, là, quand même. Mais le final warning, je trouve qu'il est très gentil et qui vient simplement du fait que derrière, il n'y a personne pour le remplacer. Ouais. C'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Tu sens le défenseur de Sergio Pérez? Je me souviens. On avait le cas d'un mec qui a tué 10 personnes, tu sais. Ouais, c'est Je ça. me souviens, à la mi-saison, on avait fait un débat où on en avait parlé, peut-être lors d'un débrief, où je disais Pérez est assuré de toute façon pour 2024. Je vois pas qui, quand, comment. Plus ça avance, plus c'est chaud, quoi. Franchement, ça devient très chaud. Plus tu te dis qu'il faut mettre quelqu'un d'autre, surtout, quoi. Ouais, mais qui? On en revient à la même question. Pérez a de la chance aujourd'hui d'être en 2023 et de ne pas avoir, comme tu disais, un pilote qui tape à la porte de manière plus. Ouais, mais ça peut arriver, les gars. Excuse-moi de te couper, Hamza, mais admettons, Ricardo va revenir à Austin. Si Ricardo nous sort une superbe performance d'ici la fin de cette saison et que Sergio Pérez n'est pas vice-champion du monde à Abu Dhabi, la pression médiatique elle va être forte sur Red Bull. On sera les premiers à faire le débat, à faire la comparaison. Tu mets pas. Williams a mis Nick De Vries au bout d'un Grand Prix pardon, AlphaTauri, excuse-moi. Mais Nick De Vries au bout d'un Grand Prix, Red Bull ne mettra pas un pilote au bout de 5 Grands Prix. Alors, Ricciardo, certes, a un On parle de background. Ricardo. Oui, mais attends, on ne peut pas considérer Daniel Ricciardo comme on l'a connu. Il faut considérer comme un mec qui a été. Mais peut-être que Red Bull le considère. Ils ont vu des choses, peut-être. Ils ont peut-être vu des choses au simulateur. Aussi, voilà, exactement. Ils ont peut-être vu des choses en interne que nous, on n'a pas vu encore. Bref. Ouais, non, mais oui, t'as raison. On fera un débat là-dessus, les gars, mais c'est vrai, performance très inquiétante, énorme bémol en tout cas à mettre sur Sergio Pérez. Je vous dis juste une dernière citation de Sergio, c'était sur Sky Sports. Il dit « J'aurais dû faire un meilleur travail, mais juger où vous mettez la voiture à si haute vitesse est très difficile. Je pense qu'on a un peu de travail à faire. On va travailler avec l'équipe dès demain à l'usine. » C'est marrant, c'est deux types de réactions radicalement différents entre Sergio Pérez et Max Verstappen qui sont censés avoir la même voiture. D'ailleurs, je vous invite à regarder, chers amis, les on-board, notamment en qualification, faire le comparatif sur un tour rapide entre Sergio Pérez et Max Verstappen. Oui, la voiture a la même couleur et les mêmes sponsors, mais on a l'impression que ce n'est pas du tout la même quand on voit les réactions et quand on voit le pilotage des deux hommes. On file sur le deuxième enseignement, les gars.
parce qu'il est très important ce deuxième enseignement et je pense qu'il va nous prendre encore une fois un petit peu de temps. L'oseille de la honte. Est-ce qu'on a assisté à un grand prix de la honte hier, ce dimanche? Il y a 2 grands axes que je veux qu'on développe. Il y a déjà le départ de tout ça, la genèse, on va dire, l'imbroglio autour de cette question des pneus. Alors, on rappelle que Pirelli avait choisi les gammes les plus dures du côté du Qatar. On rappelle aussi qu'il y a eu des travaux d'aménagement sur ce circuit par rapport à l'édition de 2021. Les bordures qui ont été notamment rehaussées, les vibreurs, cette piste qui a été resurfacée, cette piste qui est toujours aussi sableuse et cette piste où il n'y a pas de course de support. Et puis vendredi, donc Pirelli, en analysant les pneus, parce qu'en fait, il faut un échantillonnage sur les pneus utilisés par les écuries en EL1, ils récupèrent les pneus, ils les analysent et ils se rendent compte justement bien, qu'il y a ce pneu se détache. Ils nous disent, en raison des vibrations générées par les vibreurs, la couche supérieure de gomme sur l'épaulement du pneu se sépare progressivement de la carcasse en dessous, de telle sorte que cela pourrait éventuellement éclater au bout d'un certain nombre de tours. Du coup, décision dimanche matin de limiter l'utilisation justement des trains neufs à 18 tours en course, peu importe le type de gomme que vous utilisez, ce qui fait qu'on n'a pas eu de stratégie pendant cette course, et donc du coup, pas de fun. En tout cas, moi, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, il y a cette image qu'on a découvert un petit peu plus tard, un peu après le Grand Prix, de pilotes agonisant à l'arrivée, des températures extrêmes. On rappelle qu'Esteban Ocon a parlé de 80 degrés dans son habitacle, l'humidité extrême qui était à près de 75% du côté du Qatar, peu d'air aussi, contrairement à samedi où il y avait du vent. Cette stratégie à 3 à 4 arrêts qui a obligé aussi également les pilotes à attaquer au maximum parce qu'il n'y avait plus de phénomène de dégradation, ou très peu, ou pondéré. Et puis cette question, les gars, est-ce qu'on a franchi hier la limite du raisonnable? En fait, le tout cumulé fait quand même quelque chose d'assez grave. Mais il y a deux aspects. Il y a un aspect sportif et il y a un aspect humain. Le premier aspect sportif, c'est que oui, il y a une honte dans le fait que la FOM, la FIA, le promoteur du Grand Prix du Qatar et Pirelli n'aient pas constaté ce problème qui existait déjà à moindre mesure en 2021. Puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été changé sur les vibreurs, hein. Il y avait déjà ces problèmes de bordure assez hautes à Losail. Je crois qu'ils les ont refaits, mais de manière encore plus agressive. Oui. Mais en fait, ils avaient déjà constaté ça. Donc, en fait, le promoteur, il y aurait quand même pu y avoir des discussions quadripartites pour discuter de ça. Pirelli n'a pas à se rendre compte que ces pneumatiques ne sont pas adaptés le vendredi soir. C'est pas possible de se rendre compte de ça. Donc, déjà, ça nous pose un problème sportif puisqu'on va devoir changer le règlement à cause du promoteur. Vous voyez où je veux en venir. N'importe quel promoteur qui ne colle pas et qui rend par ses aménagements la piste dangereuse, normalement, a un problème avec la FOM et un problème avec la FIA. Est-ce qu'on va réellement créer un problème pour un Grand Prix qui a été signé 10 ans et avec ce montant-là, je ne suis pas sûr. Surtout qu'en plus, ils ont refait tout le paddock. Pourquoi ils n'ont pas refait les vibreurs pour le faire de façon safe? On a préféré bien accueillir les VIP et pas bien accueillir les pilotes. Après, il y a peut-être une explication, c'est qu'il y avait cette histoire de track limit et l'idée, c'était d'avoir justement ce qu'on réclame nous dans les pistonnets, cette barrière entre guillemets naturelle qui vient pénaliser les pilotes qui iraient au-delà, qui franchiraient au-delà. C'est ce qu'a expliqué Lewis Hamilton notamment. Une barrière naturelle, c'est un bac à sable. C'est pas des lames de rasoir qui viennent couper tes pneus et qui viennent fragiliser la structure de la seule chose qui est en contact avec le sol et qui te permet normalement d'être en sécurité par leur intégrité. Donc déjà, ça c'est un problème. Et puis après, tu as le problème effectivement de la météo, des conditions environnementales pour courir. Et effectivement, on a ce problème à Singapour, mais qui n'est pas exacerbé par le fait d'être à fond à la limite tout le temps. Là, on a dû être à la limite tout le temps, ce qui est une bonne chose d'être à la limite tout le temps. Au final, sportivement, ça nous fait plaisir de voir ça. Mais le problème, c'est de faire ça dans des conditions qui, humainement, ne sont pas aptes au sport. Alors, je ne te dis pas qu'il faut faire exactement comme à la Coupe du Monde de foot et climatiser l'ensemble du circuit. Ça cause un autre problème environnemental. Mais le Qatar a géré ce problème de chaleur à la Coupe du Monde en mettant des stades climatisés. Ce qui veut bien dire quand même qu'on est bien conscient qu'un effort de très haut niveau n'est pas faisable sous ces températures-là. On a passé Bahreïn de nuit parce qu'en 2005, on a battu le record de température sur un Grand Prix qui était à plus de 40 degrés et que les pilotes étaient à la limite de ce genre de malaise également. Donc, est-ce que ces régions sont propices à accueillir un Grand Prix? Financièrement, oui. Environnementalement, non, en termes de météo. Et à partir de là, quelles sont les mesures à prendre? Mais en tout cas, on ne peut pas laisser les pilotes se mettre en danger de cette manière. Quand on voit les caméras de Lance Stroll en course où il s'évanouit en ligne droite,
Imaginez si le malaise avait été plus grave et qu'à 310 km/h, il ne freine pas. Mais En c'est fait, pas le seul, et je vous donnerai des citations tout à l'heure, justement, des citations complètement folles des pilotes qui sont tombés dans la nuit. Hamza, sur cette histoire de pneus, sur cette histoire de conditions, sur cette histoire de non-stratégie, parce que c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, le fait que c'est complètement plombé le spectacle quand même hier, comment tu te situes vis-à-vis de tous ces sujets-là et débats-là? Alors, si je commence par justement le dernier point de Brice, la chaleur et le temps, euh, ce que tu peux faire quand tu organises ton calendrier, c'est mettre, comme on l'a fait avec le Japon, on a vu que c'était la saison des typhons, du coup, tu le fais basculer en début de saison. C'est adapter ton calendrier. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. On va être honnête, c'est ce qu'ils ça sera essayent en de faire. décembre l'année Le prochaine. Canada, on ne voit pas de Grand Prix au Canada au mois de février ou au mois de novembre. On voit en juin, ce qui pose un autre problème des déplacements, mais en l'occurrence, tu n'as pas trop le choix. Ce que tu peux faire, est-ce que tu peux savoir 9 mois ou 12 mois avant qu'au Qatar, au mois d'octobre, le 6, 7 et 8 octobre, il fera extrêmement chaud. Excusez-moi, c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Tu le sais à peu près quand même. Mais à ce point que l'air soit Ah. si respirable, ça, ce sont des conditions. C'est comme si demain, je te disais, Grand Prix d'Espagne, il pleut, est-ce qu'il faudrait changer le calendrier? Par rapport à ça, il y a un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la condition physique des pilotes. On a vu des images inquiétantes, on n'est pas passé loin d'un drame, clairement. L'image dont tu parlais de Stroll, c'est chaud. Il y a un autre point, c'est on a vu les pilotes, alors peut-être qu'ils étaient aussi justement en train de se reposer, mais les pilotes qui galéraient à sortir de leur voiture, tu te dis, s'il avait fallu en cours sortir rapidement de la voiture, est-ce qu'ils auraient pu? Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Tu arrives au Qatar en l'occurrence, ou n'importe quel autre pays. Il fait extrêmement chaud, les pilotes sont dans cet état. On arrête la course, on reporte la course. Est-ce que ce sont les pilotes qui individuellement eux-mêmes, comme Logan Sargent, qui en plus lui était malade quelques jours avant, doit abandonner? C'est un vrai débat qu'il faut ouvrir. Est-ce que c'est une décision individuelle ou une prise de conscience collective qui force à? Mais tu sais, c'est même un débat qui va plus loin. Regardez, je vous mets juste les citations des pilotes et on rentre justement dans cette question parce que je la trouve très très intéressante et parce qu'aussi ça peut être un peu antinomique par rapport à ce qu'on a pu parfois défendre dans les pistonnés. George Russell qui dit sur Sky Sport hier, de loin la course la plus physique que j'ai jamais vécue. Je me sentais sur le point de m'évanouir lors de cette course. J'ai dû demander à mon ingénieur de m'encourager juste pour essayer de me changer les idées. Esteban Ocon sur la Formula One TV qui dit, j'ai vomi pendant 2 tours à l'intérieur du cockpit, tour 15 et tour 16. Et puis, je me suis dit, merde, ça va être une longue course. J'ai essayé de me calmer et j'ai réussi à maîtriser mon corps. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Je peux normalement faire 2 distances de course, même à Singapour. Et puis, la dernière citation, elle est sans équivoque. C'est Lance Stroll, là encore une fois sur Sky Sports, qui dit, avec ces conditions, vous ne pouvez pas voir la piste. Vous êtes étourdi, il fait sombre, votre tension chute et vous vous évanouissez dans la voiture. J'avais l'impression qu'à certains moments, je disparaissais. Dernière prise de position, parce qu'on a eu beaucoup de descriptifs et on n'a pas eu peut-être de pilote qui est monté au créneau. Ça vient de tomber. Lando Norris qui vient de dire « Je pense qu'aujourd'hui, nous avons probablement trouvé la limite et c'est triste de la trouver de cette façon. Ce n'est pas une situation agréable. » Lando Norris qui explique que ça allait beaucoup trop loin, en tout cas hier. Alors, les gars, là où j'ai envie de vous relancer, pendant 5 ans, ça fait 5 saisons des pistonnés, qu'on en appelle à l'âge d'or, qu'on en appelle aux gladiateurs. On a eu des personnes comme Jean-Louis Moncey, comme Jean-Luc Roy, qui sont venus nous dire la F1, c'était mieux avant, parce que justement, il y avait cette notion physique. On avait des pilotes qui souffraient. Il y avait cet exemple de Nigel Mansell au Grand Prix de Dallas aux États-Unis en 1984, qui fait un malaise en arrivant, en poussant sa voiture, etc., etc. Est-ce que justement, parfois, on s'y trompe pas un peu avec cette vision, on va dire, pas ringarde, mais cette vision, c'était mieux avant. Là, on a vu en tout cas qu'on touchait complètement aux limites et qu'il va falloir même trouver peut-être dans le process des nouvelles choses à faire. Parce que quand vous avez regardé, tu parlais de on-board de Albon et de Stroll quand ils arrivent dans le paddock, dans le parc fermé. Moi, ce qui me dérange un petit peu quand un joueur sort sur blessure ou parce qu'il a subi un coup, parce qu'il ne se sent pas bien, il y a systématiquement un médecin, par exemple, qui est là. Enfin, il y a quelque chose. Là, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu pris au dépourvu aussi également, ces pilotes. Je ne trouve pas que ce soit antinomique avec ce qu'on disait avant. En fait, le truc qui ne nous plaît pas, c'est de voir des courses à l'économie. Mais en fait, le fait que la course soit physique, bien évidemment qu'on veut que la course soit physique. Le problème, c'est que la course a été physique et qu'en plus de ça, les conditions locales, c'est-à-dire les conditions météorologiques, ont créé un danger
pour les pilotes. C'est pas la course qui a créé un danger pour les pilotes, c'est les conditions météorologiques qui vont avec. Tu ne fais pas jouer 1 heure et demie des joueurs de foot de haut niveau à 44 degrés dehors. Tu ne le fais pas. Tu fais des pauses fraîcheur, tu organises des choses pour qu'ils s'hydratent. Là, en fait, tu sais très bien que dans la voiture, tout le monde a 75 centilitres d'eau. Je te dis une connerie, mais est-ce que c'est vraiment difficile pour la FIA de dire que tout le monde doit prendre 3 litres avec lui à ce moment-là, parce que effectivement, ça va être une course très compliquée et que du coup, tu imposes ce poids en plus à tout le monde, mais qu'au moins tout le monde puisse rester en bonne santé. Là, on ne demande pas que les courses ne soient pas physiques. On sait que ce sont des athlètes de haut niveau et qu'ils physiquement, ils peuvent tenir la distance. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, en fait, on les a mis en danger. Il y a une différence entre faire un effort physique et faire un effort physique dangereux. Là, en l'occurrence, les conditions étaient dangereuses. Qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui entre ce qu'on a vu hier avec les malaises ou une piste qui est détrempée et où on ne voit rien? En fait, les pilotes perdent leur lucidité et le sens de ce qui fait leur pilotage. Un pilote qui est aveugle à cause de la pluie devient dangereux. Un pilote qui fait un malaise dans sa voiture devient dangereux pour lui-même et pour les autres. Donc l'effort physique, oui, mais arriver à en faire un malaise, ça n'est pas le principe du sport. Je ne reconnais pas un sportif de haut niveau par le fait qu'il fait des malaises. Je reconnais un sportif de haut niveau par rapport à la performance qu'il réalise vis-à-vis du règlement de son sport. Et là, je pense que du coup, on mélange deux choses. Je ne suis pas fan des gens qui prennent des risques pour leur santé. Je suis fan des gens qui vont au-delà de la limite de ce qu'on pensait être une limite. Et là, en l'occurrence, on est allé bien trop loin de façon générale, pas de façon isolée. Hamza, quelque chose à rajouter? Ouais, sur l'autre partie, justement, sur les pneumatiques Pirelli, je l'ai souvent dit, et ça rejoint un peu ce que disait Brice en introduction. On a eu une course de qualification. C'est ce que disait Charles Leclerc. On a eu une course de qualification. Moi, c'est la F1 qui m'a fait rêver et qui m'a fait aimer ce sport quand j'étais enfant. Une course sprint de 305 km, c'est différent d'une course à l'économie, comme on peut le voir depuis, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, les pilotes les plus expérimentés ont peut-être perdu cette habitude, et les plus jeunes ont peut-être hier découvert ce que c'était une course sprint de 305 km. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est un autre débat et c'est pas qui n'a rien à voir, mais c'est pas le plus important après le Qatar, est-ce qu'on doit forcer les équipes à au moins faire 2 arrêts pour autoriser les équipes justement à taper dans les gommes et autoriser les pilotes donc à taper dans les gommes plutôt que de les économiser? Est-ce que Pirelli derrière peut apporter des pneumatiques plus tendres et justement forcer donc les écuries à faire, à partir du moment où on reste dans un cadre de sécurité nécessaire et indispensable et primordial? Je ne sais pas, mais on a peut-être aussi trouvé quelque chose au Qatar justement sur cet aspect. J'ai le sentiment qu'on a, enfin, tu vois, tu parlais de course sprint et de qualification sur un tour où on donne le maximum. J'ai l'impression qu'on a demandé à des marathoniens de courir à la même vitesse qu'Usain Bolt hier. C'était ça, honnêtement, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, enfin, il y a 20 ans. Bah, il y avait la fiabilité. En fait, il y a dans les années 70-80, il y avait quand même la fiabilité. Tu prends par exemple le sacre de Prost à Adélaïde, je crois 85-86, j'ai un doute. Par exemple, tu as Keke Rosberg qui fait le lièvre et qui attaque comme un malade pour justement faire le lièvre et essayer de piéger les Williams. Mais il sait très bien que sa voiture ne pourra pas aller au bout en lui imposant le rythme qu'il lui impose pendant les 2 tiers de la course. Mais encore une fois, c'est une réflexion plus globale sur pas seulement les pneumatiques, mais en fait, c'est l'ensemble de la F1 qui aujourd'hui est une Formule 1 à l'économie. Et c'est un débat qu'on ne fera pas aujourd'hui parce que c'est pas la priorité sur le Qatar. Mais pour revenir, et moi, c'est tout ce que je retiendrai du Qatar, et justement pour conclure sur les conditions, il y a Fernando Alonso, qui est le pilote le plus capé de l'histoire de la F1, qui lui estime avoir vécu la course la plus compliquée de sa carrière. Et tu parlais tout à l'heure de Bahreïn. Il y était. Alonso, en 2005 à Bahreïn, il y est et il n'a pas d'eau. Il fait un malaise après la course. Exactement. On peut aussi se dire, les gars, que pour trancher ce débat et apporter une réponse définitive, c'est pas forcément nous les observateurs, ni le business Formula One, ni les directeurs d'écurie, mais c'est vraiment les pilotes. Et que quand un Lando Norris dit ce matin, c'était beaucoup trop dangereux pour les pilotes, c'est eux qui mettent leur vie en danger, c'est eux, entre guillemets, qui acceptent les risques. C'est souvent ce qu'on a dit, en tout cas, dans les pistonnés. On ne dérogera pas, en tout cas, à cette règle. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Il y a notamment Lorraine, je crois, Lorraine qui nous disait, imaginez si il était arrivé, par exemple, à Lance Stroll, un crash comme celui subi par Romain Grosjean à Sakir il y a quelques années.
comment aurait-il pu sortir de cette voiture? On se pose la question en effet encore ce matin. On avance les gars, troisième enseignement, il faut absolument parler de McLaren, mais il faut surtout parler d'un Australien, Oscar Piastri. Je sais que vous êtes hypé depuis des semaines, vous vouliez même le mettre chapeau 1 il y a 10 jours pour ceux La question que je te pose, Manu, du coup, est-ce que tu regrettes ou pas? Parce que Absolument pas. Hein. Exactement. Et je regrette absolument pas. Je regrette absolument pas. J'ai aucun doute qu'il sera chapeau 1 dans les mois qui viennent. Mais pour le moment, voilà, moi j'aurais gardé chapeau 2. Mais on relance pas ce débat et on veut vos avis, les gars, sur le week-end de Piastri. Le sang-froid du prédateur. Moi, c'est un peu ce qui ressort, je trouve, de ce week-end. La pole en shootout sprint, la victoire en course sprint. Après, ce qui lui est arrivé vendredi, qui était un peu malheureux, cette fameuse interview où on lui annonce que non, il prend des places de pénalité, qu'il doit reculer à la 6e place sur la grille de dimanche. Il a quand même eu une meilleure gestion des gommes aussi également ce dimanche. Il y a les positions figées par McLaren qui l'ont aussi également un peu aidé. 2e podium consécutif, meilleur résultat en Formule 1 avec cette P2. Et puis, il faudra parler quand même un petit peu de Norris, parce que Norris, il a connu un sacré dimanche. Certes, il y a les erreurs vendredi et samedi. Il a quand même été bien aidé par la stratégie mise en place et le choix des gommes médium lors de la course sprint. Et il a réussi dimanche de sacrés dépassements, une belle remontée de P10 à P3. Mais commençons sur Oscar Piastri, parce que c'était le tube du week-end, on va dire, après les problèmes de Pirelli, après les problèmes de chaleur et surtout après la 3e couronne de Max Verstappen. Vas-y, Hamza, je te vois. Non, mais écoute. Il a tout dit, tu veux dire. Non, mais week-end évidemment complet de la part de Piastri, comme il en fait beaucoup depuis le début de la saison, sur une saison de rookie. Sauf que là, on le voit devant. Donc forcément, ça attire du monde, la lumière sur lui. Il fait une pole position, shootout, sprint, shootout, pole, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais il fait la pole samedi sur la journée du samedi. Alors on va me dire, ouais, mais Norris était devant. Mais le 3e meilleur pilote de l'histoire, c'est justement ce que je lui reproche et ce pourquoi aujourd'hui, je ne le mets pas dans la même catégorie que les Russell, que les Leclerc. Déjà eux, alors je ne vais pas parler de ceux au-dessus. C'est parce que la vitesse, il l'a toujours eu, Lando Norris, on le sait. C'est pas nouveau, on ne découvre pas aujourd'hui. Mais le moment clé, il n'est pas là. Il a craqué. Dernier virage, il avait la pole. Dernier virage, il a craqué. Étonnamment, la première victoire McLaren depuis X temps, c'est Ricciardo. En course sprint, c'est qui? C'est Piastri, c'est pas Norris. Alors on va me dire, oui, mais c'est des circonstances de course. La qualification le vendredi. 2 tours, non, un tour, je crois. Enfin, aucun tour chronométrique oui, en Q3, ouais. pour Lando Norris. Je sais plus si, je crois que c'est 2 qui l'en perdent. Ouais. Du coup, tu pars 10e. Tu pars 10e derrière Bottas. Tu pars 10e derrière les 2 Alpines. Ça va forcément condamner, ou en tout cas rendre compliqué ton dimanche. Il y a un élément qui me... Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé au Qatar représente exactement ce que je pense de Lando Norris depuis le début de sa carrière aujourd'hui en Formule 1. Et enfin, surtout ce qu'il est aujourd'hui. Il a des manques. Alors oui, il a des manques dans le momentum, et la stat. Mais c'est un pilote qui a aujourd'hui des manques. Il a des manques dans le momentum. Le fait qu'il devienne le pilote qui a le plus de points sans victoire en est la preuve aussi. Hein. Mais ce que tu dis est tout à fait vrai. Après, je vais essayer de revenir sur Piastri en soi, mais c'est vrai que quand tu as une valeur étalon comme Lando Norris, faire ce qu'il fait au final, on sait très bien que pour l'instant, son rythme n'est pas aussi bon que celui de Lando Norris. Mais les erreurs de Lando Norris l'amènent à finir et devant en sprint et devant en course. Sur ce week-end. Moi, je ne retiendrai pas forcément la performance du pilote, parce qu'en fait, on la connaît, la performance du pilote. Piastri, pour le moment, j'ai l'impression qu'il est à 70-80% de ce qu'il peut faire en termes de talent, et qu'il est en gestion de sa première saison pour comprendre comment fonctionne ce monde et du coup mettre le plus de points possible sans faire d'erreur. Donc ça, voilà. Après, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est comme l'a dit Manu, c'est ce sang-froid, cette lucidité et le fait que rien ne l'emballe particulièrement. Tu as l'impression que le step de devenir un pilote qui n'est plus foufou et devenir un pilote qui justement est intelligent en course et lucide sur ce qu'il doit faire, il l'a déjà passé, alors que des pilotes comme Max Verstappen ont mis 3-4 saisons à l'atteindre. Donc c'est ça, moi, que je trouve très fort et impressionnant, c'est que c'est un crack générationnel qui a tout gagné dans des catégories comme la F3 ou la F2. Il faut être extrêmement agressif, et quand il arrive en F1, il a déjà passé ce step mental de ne plus être aussi agressif et d'être dans la gestion comme le sport le requiert aujourd'hui. Donc là-dessus, je trouve qu'il est extrêmement impressionnant.
que c'est celui qui fait, à mon sens, le meilleur week-end, parce que j'exclus Max de l'histoire, parce que Max, effectivement, n'a pas besoin de mettre autant bout à bout pour réaliser un week-end qui ressemble à un week-end parfait. Donc, à mon sens, Piastri, que ce soit la sprint ou la course ou les 2 qualifications, est celui qui a complété le plus de cases de ce week-end devant son coéquipier. Et pour ça, effectivement, attention à la concurrence, parce que quand il prendra de la confiance et quand il prendra du rythme, Lando Norris peut très rapidement se retrouver avec un concurrent interne qui fera mal à sa réputation actuelle de « mais s'il avait la bonne voiture ». Ils sont en train de l'avoir, la bonne voiture. Et attention, parce que les résultats, certes, il est largement devant au championnat Lando Norris, mais au final, les coups, ce sont ses coéquipiers qui les font, comme tu l'as dit, Hamza. Et surtout sur Lando Norris, ce qui est frustrant, c'est que la Q3, quand tu as la voiture que tu n'as pas besoin de prendre autant de risques pour aller chercher une 2e, une 3e place, une 4e place. Je ne pas la 2e ou 3e place. 4e, honnêtement, quand tu as le rythme de la McLaren, ça ne va pas changer ta vie, ça ne va pas vraiment changer ton dimanche. Par contre, quand tu sais qu'une première fois, tu as un tour supprimé et que tu reprends autant de risques et que ton 2e tour est donc supprimé, et que du coup, tu passes d'une potentielle pole ou 2e ou 3e place si tu la joues un peu plus sécure à la 10e place, là, ça change ton dimanche. Quand le samedi, tu rates ton départ, tu perds 5 places, ça va compromettre ta course. Alors après, on va me dire, oui, mais dimanche, c'est McLaren qui a donné une consigne d'équipe pour empêcher Norris de passer Piastri. Si vous voulez. Moi, ce que je note, c'est qu'au moment où Norris sort et qu'il a justement ce message radio, parce qu'il a très rapidement après sa sortie, mais Piastri, il a haussé son rythme aussi. Donc aujourd'hui, rien ne me dit. Peut-être que, on ne le saura pas. Mais ce que je note encore une fois, c'est que. Et là, par contre, je vais être très honnête, je m'attendais à une radio plus véhémente de la part de Lando Norris, et peut-être même qu'il ne respecte pas la consigne, ou qu'il se rapproche volontairement pour provoquer quelque chose. Finalement, il ne l'a pas fait. Fair play, bravo Lando. Mais aujourd'hui, il a encore trop de manques pour être considéré comme le pilote autour duquel tu peux construire ton équipe. Ça ne change. Ce que je dis depuis des semaines et des mois ne changera pas. Ne changera pas aujourd'hui. Tant qu'il ne m'aura pas prouvé le contraire, les momentum, c'est ce qui vont te permettre de passer d'un très bon pilote au pilote vainqueur en Formule 1, au pilote champion du monde en Formule 1. La vitesse pour devenir champion du monde, il l'a. Mais ce n'est pas suffisant. La vitesse ne suffit pas en F1. Quelques réactions, les gars, sur le chat. Over BZ qui nous dit McLaren, ils sont bien pendant longtemps avec leur line-up. Romain qui nous dit Norris a du souci à se faire pour l'avenir. Le compte McLaren F1 français qui nous dit c'est vraiment un crack générationnel. Nuko qui compare à Lewis Hamilton. Il dit régulier et rapide, le meilleur rookie depuis Lewis en 2007. Voilà. Et Antistar qui nous dit je serais Verstappen si on me demandait quel est le seul pilote à vous inquiéter sur la grille pour 2024. Je répondrais Piastri. Voilà. Juste un dernier mot, j'ai une question à poser à tous nos viewers. Après la dernière émission sur les chapeaux, j'ai quand même lu pas mal de commentaires. J'ai juste envie de savoir, parce qu'il y avait beaucoup d'arguments sur Suzuka, Piastri, il a pris X temps ou X temps. 5 dixièmes au tour. 5 dixièmes au tour. J'aimerais savoir si leur avis a changé du coup parce qu'il y a eu cette course et ce week-end au Qatar ou pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous nous dites dans le chat, vous répondez à Hamza. Moi, en tout cas, mon avis n'a pas changé, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas. Je pense qu'on est d'accord sur le fond. L'idée, c'est à l'instant T, est-ce que tu le mets chapeau 1 ou est-ce que tu le mets sur les autres chapeaux? Et très rapidement, il y a une stat que j'ai découvert, c'était quand la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur Lando Norris. Aujourd'hui, c'est 11 podiums sans victoire. Comme Sainz, comme Bottas. Enfin, Bottas, Sainz ont eu 11 courses avant de signer leur premier succès. Le record, il est à 15. Irvine, Hakkinen, Alesi, Depailler. 15 courses avant de signer la première victoire. Il va falloir qu'il score et qu'il. Peut-être que ça lui servira de déclic psychologique et que derrière, il enchaînera. Mais on l'attend ce moment quand même pour Lando Norris. Ouais, exactement. Bill Looking qui nous dit, pour te répondre Hamza, moi je l'avais mis chapeau 1. Amioun qui nous dit chapeau 2. Monsieur Hérisson qui dit chapeau 1.5, c'est faisable ou pas? Ça n'existe pas, ça. C'est le chapeau de Brisque. C'est tenté d'introduire un peu. Alors, c'est chapeau 1, chapeau 2. C'est un chapeau de Suisse. Non, tu sais quoi, juste pour terminer là-dessus, on a fait l'émission, elle a duré 1h38. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, les amis. Moi, pourquoi je ne le mets pas chapeau 1? Parce que pour le moment, même s'il est impressionnant dans sa première saison, on ne l'a pas vu en situation comme Leclerc a été en situation, par exemple, à Spa 2019, à Monza 2019, à lutter, on va dire, dans une lutte, un duel bugne à bugne avec des multiples champions du monde. Ça va arriver dans sa carrière et je pense qu'il ne nous décevra pas, mais pour le moment, on ne l'a pas vu. Donc, c'est pour ça que. Sache, Manu, que je te poserai la question à chaque émission. On a hâte de la première victoire d'Oscar Piastri
ou de facto, elle repassera chapeau 1, bien évidemment, pour te faire plaisir. Dernier enseignement, les gars, il faut qu'on parle de Mercedes. Mercedes qui a loupé le coche, qui a peut-être loupé une grosse occasion ce dimanche, une grosse occasion gâchée. Mercedes qui était dans le rythme des McLaren, en tout cas rythme de course relais long, tel qu'on l'a vu, même si c'était sur la sprint, c'était des relais courts avec 4 safety cars, mais on a senti qu'elle avait du potentiel, cette voiture. Sainz, en plus, qui a renoncé avant le départ à cause de cette fuite d'essence. Il y avait véritablement une balle de break au championnat des constructeurs à jouer pour Mercedes. Hamilton qui était quelque part à une roue de l'exploit aussi au départ avec ce magnifique départ, et j'attends vos avis. Il a fait son mea culpa, il a plaidé coupable, il a même pris 50 000 € d'amende pour avoir traversé la piste. Et puis quand on parle quand même du week-end de Mercedes, on peut se satisfaire de la remontée de George Russell, passé de P17 à P4. Et malgré tout, Mercedes reprend 8 points à Ferrari après ce week-end qatari, mais on a l'impression qu'ils sont passés à côté d'un gros break, en tout cas sur la Scuderia Ferrari. Déjà le move, les gars, Alors, vous savez quoi, je vais vous lire la citation de Lewis Hamilton, parce que je pense qu'il n'y a pas de débat sur les responsabilités des uns et des autres. Lewis qui dit, après avoir revu les images d'un incident de course, je suis même prêt à prendre la faute sur moi parce que George ne pouvait pas aller plus à l'intérieur à cause de Max. C'est vraiment dommage car on était sur une stratégie agressive. Le plan était de prendre un très bon départ avec mes tendres pour passer devant Max. Faute à Lewis Hamilton, personne ne dira l'inverse aujourd'hui. Non, puis sincèrement, en fait, le départ qu'il fait le pousse à aller là-bas et ce frein est magnifique. Je pense qu'il est driver of the day les 400 premiers mètres de la course. Mais au moment où il freine, effectivement, il y a ce problème d'extérieur sur la piste où s'il va trop à l'extérieur, c'est plus une piste de Formule 1 à gauche. Ça devient une piste de rallycross tellement l'adhérence est mauvaise et tellement il y a de sable. Donc à partir de là, je pense qu'il veut garder le maximum milieu de piste possible et qu'il ne s'attendait pas à ce que les deux soient de front à côté. Donc à partir de là, l'erreur, elle est 100% de la faute de Lewis, mais elle est compréhensible. Elle est fait un peu tâche pour un septuple champion du monde, mais quelque part, ça se passe tellement vite que c'est un incident de course de la responsabilité totale de Lewis Hamilton. Mais ce n'est pas quelque chose qui est, je pense, répréhensible sportivement. Voilà. Après, c'est juste dommage au vu du rythme qu'avaient les Mercedes, au vu de la remontée de Russell. Sincèrement, c'est vraiment très dommage. Hamilton a reconnu sa responsabilité. Effectivement, il est responsable. De la même manière que Esteban Ocon est responsable mais pas coupable, parce que compliqué de voir qu'il y a Checo Pérez tout à droite. Bah là, peut-être qu'il ne voyait, enfin, c'est pas qu'il ne voyait pas, c'est qu'il n'imaginait pas Verstappen aussi près de Russell, et donc voilà, incident de course avec des conséquences très importantes, d'autant plus que tu joues un championnat pilote et constructeur pour des places d'honneur entre guillemets. Mais ouais, Hamilton coupable. Enfin, fautif, pardon. Exactement, fautif. Après, c'est vrai qu'on a vu, les gars, tout au long du week-end, que les pilotes qui prenaient la trajectoire extérieure à ce virage 1 n'étaient pas toujours très bien récompensés. Comme l'a dit Brice, il y avait aussi également beaucoup de sable, beaucoup de poussière, beaucoup de circonstances qui auraient fait aussi que Lewis Hamilton aurait pu glisser. Une réaction dans le chat, un coup de gueule, une colère froide de Balux qui nous dit « Bonjour, je suis en colère contre Hamilton ». Attends, où est-ce que c'est passé? Oula, ça va vite. Je suis fan de Mercedes et je suis frustré de la manœuvre d'Hamilton. Ok, il fait son mea culpa, mais il a fait quand même une grosse erreur. Pourquoi? Alors, oui, les pneus aident, mais il sait qu'à l'extérieur, il va glisser. Russell, lui, met déjà un coup de roue dans la ligne droite pour le décaler. Hamilton aurait dû anticiper. Il y a des gens qui sont très en colère ce matin. Et il y a cette très belle image que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux de Mercedes avec cette réconciliation entre George Russell et Hamilton. Il n'y a pas péril dans la demeure, on va dire. Il y a pas, ce move, on est d'accord qu'il est circonstanciel au Qatar et cette situation au départ. C'est pas parce qu'il y a une animosité galopante et grandissante entre les deux pilotes. Non, je pense pas. Enfin, après, la com de Mercedes, c'est tellement traumatisé de ce qui s'est passé en 2016 que dès lors qu'il y a un accrochage ou un problème entre les deux Mercedes, il faut qu'ils mettent une vidéo. Parce que, évidemment, que le mec de la communication, il est en train de suivre Hamilton tout le temps avec le film ouvert. Il ne s'attendait absolument pas à ce que ça se passe. Cette séquence est orchestrée, faut bien se le dire, pour bien que personne ne soit traumatisé par ce qui s'est passé. Mais non, il n'y a pas péril dans la demeure. Je pense que Russell aurait pu être aussi malin à se dire que si Hamilton a des softs, le bloquer n'est pas forcément la meilleure des choses puisqu'il a remarqué la veille en sprint que Piastri allait récupérer en étant en médium sa position quand lui était en soft. Donc je pense que pour le bien de Mercedes, peut-être qu'ils auraient pu réfléchir à ça et à laisser passer Lewis Hamilton et il se serait fait reprendre derrière de toute façon. Donc je ne vois pas où aurait été le problème. Après, non, il n'y a pas péril dans la demeure. À partir du moment où ils ne joueront pas le championnat, il n'y aura pas péril dans la demeure. Mais ces petits imbroglios qu'on peut voir là, effectivement, peuvent être les prémices de mécompréhension le jour où ils jouent un championnat à deux.
Hamza, tu voulais réagir? Je t'ai vu lever la main, non? Non, non, juste une petite stat. C'était le seul pilote Hamilton avec Max à ne jamais avoir abandonné cette saison. Enfin, pardon, à avoir terminé toutes les courses dans les points. Ah, du coup, il en reste un. Exactement. Et Bradley Lord, vous savez, c'est le porte-parole de Mercedes en l'absence de Toto Wolff qui est convalescent chez lui, mais qui était bien sûr comme du côté du Japon en communication avec les pilotes. Bradley Lord qui disait ce qui aurait pu se produire est clair à voir. Nous étions dans le rythme des McLaren, probablement pas à portée de Max, mais il y a un double podium qui aurait pu avoir lieu aujourd'hui pour nous. Mais les peut-être ne comptent pas vraiment dans ce sport. Parce qu'on a lu sur les réseaux sociaux que si Hamilton avait viré en tête au premier virage, il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher une victoire. C'était pas jouable non plus la victoire de Mercedes, en tout cas pour ce week-end. Les gars, petit point score au classement des championnats du monde des pilotes et des constructeurs. On sait d'ores et déjà que Max Verstappen est donc assuré du titre en 2023. On sait aussi également que Red Bull a déjà remporté le titre constructeur du côté du Japon. On remarquera que Mercedes creuse un tout petit peu plus l'écart avec Ferrari, mais c'est pas net. Et surtout, McLaren, les gars, qui revient aujourd'hui à 11 points d'Aston Martin. Autant vous dire que pour la 4e place, ça semble être très compromis pour Aston Martin. Il faudra même voir un petit peu ce qui peut se passer vis-à-vis de Ferrari, même si Ferrari a 298, McLaren a 219. Voilà. McLaren est l'écurie qui a mis le plus de points sur les 3 dernières courses devant Red Bull, et largement. Exactement. Du fait de l'absence de Sergio Perez, dont on va parler un petit peu plus tôt. Juste pour terminer cette émission, les gars, très rapidement, on n'en a pas parlé, mais Esteban Ocon a fait une course héroïque, il termine 7e quand même, du fait des circonstances et ce qu'on a expliqué aussi également sur ses conditions. Félicitations à lui. Il y a aussi également, si vous n'avez pas eu assez de Formule 1, parce que je vous rappelle, il n'y aura pas de mag ce mercredi du fait encore une fois, de la situation que je vous expliquais en début d'émission. On a fait, nous, une émission que vous pouvez retrouver sur Winamax TV consacrée à Lance Stroll. On se pose la question, est-ce que c'est la fin bientôt de la récréation concernant Lance Stroll? Est-ce qu'il doit de lui-même quitter la Formule 1 ou est-ce que les actionnaires aux côtés de Lawrence Stroll vont pousser son fils un petit peu vers la sortie? On a vu tout ce qui s'est passé vendredi, sa colère, son jet de volant, son embrouille avec le physio, son interview assez lunaire du côté de Sky Sports, les rumeurs aussi également qui ont été démenties de rachat de l'écurie Aston Martin par Aramco. Brice a donné son avis, je vous invite à aller le voir bien sûr sur Winamax. Juste, Hamza, je voulais me retourner vers toi pour avoir justement un peu ton sentiment concernant la situation de Lance Stroll qui n'a pas été mauvais non plus en course, qui nous a même plutôt rassuré peut-être ce dimanche. Les conditions forcément étaient compliquées, donc ça arrive. C'est peut-être ce que j'ai envie de retenir quand même du dimanche. Maintenant, après, excusez-moi, mais son vendredi, sa qualif, c'est Stroll, quoi. C'est une chute libre depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant. Et ouais, il va falloir prendre des décisions, comme Perez. Exactement. Ce sera les débats, je pense qu'on aura dans les semaines à venir. On a les 2 champions du monde, mais la saison se termine dans 5 Grands Prix. Vous allez voir, on va essayer de bousculer un petit peu les programmes. On va déjà retrouver un studio pour la prochaine émission. On sera de retour en physique, bien sûr, tous ensemble. Et puis, on va vous proposer plein de choses d'ici la fin de saison pour se régaler, pour vous accompagner. Et puis, on prépare 2024 comme il se doit. Et promis, la fusée des pistonnets va décoller pour la prochaine saison. Merci Hamza, merci Brice. C'est toujours top de parler Formule 1 avec vous, les gars. Je ne m'en lasse pas. Même si on n'est pas d'accord sur les chapeaux. Même si on n'est pas d'accord sur les chapeaux, Hamza. Ça fait 5 ans, on s'en lasse pas. Pour que ça dure. Merci aussi également à notre polo national, Paul Harrer, qui était derrière pour nous permettre justement de vous proposer cette émission en direct, émission à retrouver sur YouTube, bien évidemment comme d'habitude. Alors si vous nous suivez en replay, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis on vous répondra dans le chat le courrier des lecteurs qui reviendra donc pour le prochain Grand Prix du côté d'Austin. Salut les gars, prenez soin de vous et on se retrouve dans nos nouveaux locaux très bientôt et restez à l'affût des annonces que pourrait vous faire First Team d'ici quelques heures. Salut, ciao.